Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, une question qui fâche parfois, mais qui nous concerne tous. Oui, pourquoi certains pays, certaines civilisations sont-ils si riches? Et d'autres, parfois juste à côté, restent bloqués dans la pauvreté depuis des siècles. C'est la question à $1 million, littéralement. Pour tenter d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur les analyses d'un penseur assez iconoclaste, l'économiste Thomas Sowell. Dans son livre Wealth, Poverty and Politics. Exactement. Et il prévient d'emblée. Il ne faut pas s'attendre à une réponse simple à une cause unique. Ce qui est d'ailleurs la première grande idée à retenir. Il faut se méfier de quiconque prétend avoir la solution miracle. Tout à fait. Notre but, c'est d'essayer de dénouer un peu tous les fils que Sowell nous présente, de comprendre son raisonnement qui combine géographie, culture, politique. C'est un vrai travail de détective sur l'histoire économique. C'est parti. Alors, pour commencer à démêler tout ça, Sowell nous invite à regarder la chose la plus basique qui soit, un truc qu'on oublie souvent. La carte du monde. La carte du monde. La simple géographie. On a tendance à penser que tous les peuples partent avec les mêmes cartes en main, mais lui, il nous dit que c'est tout le contraire. Ah non, le terrain de jeu n'est absolument pas le même pour tout le monde. Et le facteur le plus spectaculaire, c'est l'accès à l'eau. Pas juste pour boire. Non, pour transporter des choses. Il faut s'imaginer au 19e siècle, avant les trains, les camions. Tout ça. Ça coûtait plus cher d'envoyer 1 tonne de marchandises de Paris à Marseille par la route que de l'envoyer de Paris à New York par bateau. C'est complètement contre-intuitif, ça. Ça veut dire qu'un paysan au fin fond du Massif central était économiquement plus loin de Paris qu'un fermier sur la côte est américain. Précisément. Voilà. Les voies navigables, les fleuves, les côtes, les ports naturels, c'était l'équivalent de l'Internet haut débit de l'époque. Une bonne analogie. Ça connectait les gens, les idées, les marchés. Et l'Europe de l'Ouest, de ce côté-là, a tiré le gros lot. Ah oui. Elle a le plus long littoral par rapport à sa superficie et des fleuves larges, lents, qui s'enfoncent profondément dans les terres, comme le Rhin, la Seine. Des vraies autoroutes commerciales naturelles. Et à l'inverse, on a l'Afrique. L'Afrique, c'est le cas d'école inverse. Un littoral très lisse, très droit, donc peu de ports naturels. Et surtout, des fleuves qui sont des pièges. Des pièges, ouais. Oui, le fleuve Zaïre, par exemple, il a un débit bien plus important que le Mississippi. On pourrait croire que c'est un avantage énorme. Bien sûr. Sauf qu'il dégringole de hauts plateaux, ce qui crée des kilomètres et des kilomètres de rapides, de cascades infranchissables. Donc on peut pas naviguer du début à la fin. Impossible. Vous pouvez naviguer sur un tronçon, mais vous ne pouvez pas relier l'intérieur du continent à l'océan. C'est comme avoir une fibre optique coupée tous les 50 mètres. D'accord. Donc dès le départ, une société en Europe pouvait facilement échanger, se spécialiser, s'enrichir, alors qu'une société au cœur de l'Afrique était... Condamnée à une quasi-autarcie. C'est une grande partie de l'explication. Et ce n'est pas tout, j'imagine. Il y a les montagnes aussi. Exactement. Les montagnes. Sowell cite beaucoup l'historien Fernand Braudel, qui disait « La vie en montagne est restée constamment en retard sur la plaine. L'isolement encore » Toujours. L'isolement physique freine tout. La diffusion des nouvelles techniques, des idées, le commerce. Les populations des Appalaches aux États-Unis ou de l'Himalaya en Asie ont historiquement partagé des schémas de pauvreté similaires. Pas à cause des gens eux-mêmes, mais à cause de la prison géographique dans laquelle ils vivaient. C'est ça. Et parfois, l'isolement est encore plus extrême. L'Australie, par exemple. Ah oui, un continent entier, complètement coupé du reste du monde. C'est fou. Absolument. Quand les Britanniques y débarquent au XVIIIe siècle, les aborigènes vivent encore à l'âge de pierre. Ils ne connaissent pas le fer. Le plus ironique dans tout ça. C'est que l'Australie possède certains des plus grands gisements de minerais de fer au monde. Les ressources étaient littéralement sous leurs pieds. Mais ils étaient coupés du savoir nécessaire pour les utiliser. Voilà. C'est le point crucial. La géographie, ce n'est pas tant une question de richesse en ressources, mais d'accès aux idées et aux autres. D'accès au capital humain, comme disent les économistes. C'est exactement ça. L'isolement, qu'il soit dû à des montagnes, un désert ou un océan, il restreint l'univers culturel et donc la croissance de ce fameux capital humain. On a moins de chances de profiter des inventions des autres, quoi. D'accord. Donc la géographie distribue de très mauvaises cartes à certains dès le départ. C'est une base de réflexion puissante. Mais bon, ça ne peut pas tout expliquer. On voit des pays avec une géographie difficile qui s'en sortent très bien. La Suisse, le Japon. Et d'autres, très riches en ressources, stagnent. Il doit y avoir une autre couche à l'explication. Et c'est là qu'on arrive au deuxième grand facteur de Sowell, peut-être le plus. Controversé. La culture. La culture. Et attention,
Quand il parle de culture, il ne parle pas de musique ou de peinture, hein. Non, on parle de cet ensemble de valeurs, d'attitudes, d'éthique de travail, d'orientation vers l'avenir, qui constitue le capital humain dont on vient de parler. C'est ça. L'idée, c'est que certains groupes, où qu'ils aillent dans le monde, semblent mieux réussir économiquement. On voit ça avec des groupes d'immigrants, par exemple. Partout. Des groupes qui arrivent sans rien et qui, en une ou deux générations, grimpent les échelons. Sowell donne les exemples des Chinois en Asie du Sud-Est, des Libanais en Afrique de l'Ouest. Ou des juifs en Amérique. Ils n'ont pas apporté de capital financier. Non, mais à capital humain, une culture qui valorise le travail acharné, l'épargne, l'éducation, ces traits se sont avérés être des atouts économiques redoutables. Attendez, c'est une idée assez provocante. Est-ce que Sowell ne risque pas d'être accusé de tomber dans les stéréotypes culturels? C'est un terrain glissant, ça. C'est une excellente question et il y répond de manière très directe. Il ne dit pas qu'une culture est intrinsèquement supérieure à une autre, pas du tout. D'accord. Il dit que certaines cultures possèdent des traits qui sont plus ou moins adaptés à la production de richesses dans une économie moderne. Une culture qui valorise l'oisiveté et méprise le commerce aura mathématiquement plus de mal à prospérer qu'une culture qui voit le travail et l'entrepreneuriat comme des vertus. Et il a des exemples historiques pour appuyer ça, j'imagine. Ah oui, un des plus frappants, c'est la comparaison entre les anciennes colonies britanniques et espagnoles en Amérique, États-Unis, Canada, d'un côté. et la majeure partie de l'Amérique latine de l'autre. Les premières sont devenues bien plus prospères. Pourtant, l'Amérique latine avait au départ plus de richesses naturelles. Alors, la différence? Pour Sowell, elle est culturelle. À l'époque, la culture britannique protestante valorisait le commerce, l'industrie. La culture de l'aristocratie espagnole, elle, avait tendance à mépriser ces activités. C'était vu comme indigne d'un gentilhomme. On voit même ça à l'intérieur d'un même pays. L'Argentine est un bon exemple. Tout à fait. L'Argentine, c'est un pays potentiellement immensément riche. Au début du XXe siècle, elle était plus riche que la France. Incroyable. Mais son développement économique a été en grande partie tiré par des vagues d'immigrants, surtout des Italiens et des Allemands, qui ont apporté une éthique de travail et des compétences qui différaient de celles de l'élite hispanique locale. Ce n'est donc pas une question d'être meilleur, mais d'avoir les bons outils culturels au bon moment. Il parle aussi de culture réceptive. Oui, c'est un point fondamental. Celles qui sont douées pour apprendre des autres. Le Japon est le cas d'école. Le Japon qui a longtemps été très en retard sur la Chine. Très en retard. C'était une nation pauvre, isolée. Il a tout copié de la Chine, l'écriture, la religion. Puis, au XIXe siècle, face à l'Occident, il a fait la même chose. C'est la fameuse ère Meiji. Ils ont envoyé des missions dans le monde entier pour faire leur marché. Exactement. Ils ont pris le système naval aux Britanniques, l'armée aux Allemands, le système éducatif aux Américains. Les appareils photo Nikon et Canon, au début, c'était des copies de Leica allemand. Voilà. Ils ont commencé par imiter, puis ils ont égalé, et enfin ils ont dépassé les maîtres. Cette humilité culturelle, cette capacité à admettre qu'on est en retard et à apprendre activement des autres, c'est un moteur de progrès phénoménal. Ok, donc on a la géographie qui pose le décor et la culture qui définit comment les acteurs jouent leur rôle. Mais il manque un élément, l'arbitre, les règles du jeu. Et c'est là que le politique et les institutions entrent en scène. C'est le troisième pilier. J'imagine que vous pouvez avoir la meilleure géographie et la culture la plus travailleuse du monde. Si le cadre politique est désastreux, Rien ne se passera. L'ingrédient de base, le plus fondamental, c'est l'état de droit, la simple prévisibilité. qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'un entrepreneur qui veut construire une usine doit savoir que son bien ne sera pas arbitrairement confisqué par le gouvernement. Ça veut dire qu'un investisseur doit avoir confiance dans le système judiciaire. L'effondrement de l'Empire romain est un bon exemple de ça, hein. Un exemple tragique. Il a été suivi par des siècles de déclin économique. Non pas parce que les gens sont devenus plus bêtes, mais parce que le cadre légal et sécuritaire qui permettait le commerce avait disparu. Et la corruption, c'est le poison de ce système. C'est un poison lent, mais mortel. Et Sowell insiste sur un point. Le coût réel de la corruption, ce n'est pas tant l'argent du pot de vin qui change de main. C'est bien pire. C'est l'investissement qui n'est jamais fait. C'est ça. C'est l'entreprise qui n'est jamais créée, le talent qui fuit le pays parce que les gens n'ont pas confiance. C'est un coût invisible mais colossal. Et au-delà de la corruption, il y a des dynamiques politiques plus subtiles, comme ce qu'il appelle la politique du ressentiment. Oui, et c'est un phénomène très courant malheureusement. Quand une minorité ethnique, pour des raisons culturelles, réussit économiquement mieux que la majorité, Comme les Chinois en Malaisie ou les Tamouls au Sri Lanka, voilà, ça peut créer d'énormes tensions.
Pour les leaders politiques du groupe majoritaire, il est souvent plus facile, électoralement, de désigner cette minorité comme bouc émissaire. Plutôt que d'encourager sa propre communauté à s'améliorer. Exactement. On canalise la frustration vers une cible facile au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes. Et ça peut mener au désastre, Comme l'expulsion des Indiens d'Ouganda par Idi Amin Dada. qui a plongé le pays dans le chaos économique. La politique du ressentiment détruit le capital humain et la confiance, les fondements même de la prospérité. Un dernier point politique que Sowell aborde, c'est l'impact de l'État-providence. Comment il relie ça à la pauvreté des nations? Alors son analyse est nuancée. Il ne critique pas l'idée d'aider les plus démunis. Il s'interroge sur les conséquences à long terme d'un système qui garantit les besoins de base sans exiger en retour le développement du capital humain. Il fait une comparaison historique, je crois. Oui, une comparaison fascinante entre l'Espagne de l'âge d'or au XVIe siècle et des pays comme l'Écosse ou le Japon. Comment ça? L'Espagne recevait des flots d'or de ses colonies. C'était une richesse passive, tombée du ciel. Résultat, le pays n'a pas développé ses propres compétences productives. Pas de révolution industrielle. Aucune. Quand l'or s'est tari, le déclin a été brutal. À l'inverse, l'Écosse et le Japon, pauvres en ressources, ont été forcés d'investir dans la seule chose qu'ils avaient, leur population. Leur ascension est due à l'acquisition active de savoir-faire. Ok, donc si on récapitule, pour comprendre les inégalités de richesse, il faut arrêter de chercher une seule cause. C'est comme une recette de cuisine complexe. C'est une excellente métaphore. Il faut la bonne géographie pour commencer, les bons ingrédients culturels et un cadre politique qui ne fait pas brûler le plat. L'analyse de Soworth nous force à abandonner les explications simplistes. Et en conclusion, il y a une idée de lui que je trouve particulièrement puissante. Une idée qui va même au-delà de l'économie. Je pense savoir de laquelle il s'agit. L'idée que le succès n'est pas additif. Exactement. Expliquez-nous ça. Joël explique que pour réussir une entreprise complexe, que ce soit construire une voiture ou développer une économie, il faut réunir une multitude de facteurs indispensables. Si vous en avez 9 sur 10, Vous n'obtenez pas 90% du succès. non, vous obtenez un échec total. On ne peut pas construire une voiture fonctionnelle avec 90% des pièces. S'il manque le volant, la voiture est inutile. Précisément. Et cela pourrait expliquer pourquoi certaines sociétés stagnent pendant des siècles, puis connaissent soudain une ascension fulgurante. Elles ont peut-être passé tout ce temps à accumuler les 9 premiers facteurs. Et il ne leur manquait plus que le 10e. Le 10e, un changement culturel, une innovation, l'état de droit, et soudain tout s'emboîte et le décollage a lieu. Le succès n'est pas une ligne droite, c'est un seuil qu'on franchit. Et ça nous laisse avec une question fascinante à se poser. Pour conclure, si notre propre société, ou même notre propre parcours personnel, était l'un de ces cas où il manque un seul élément pour tout débloquer, quel pourrait être ce facteur manquant qui, une fois acquis, libérerait un potentiel entièrement nouveau? C'est une pensée vertigineuse.